Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans la version 1.1 du firmware du S1.2 et du S1.2E. Je ne vais pas parler du S1R2 puisque je n'ai pas le boîtier. Le S1R2 a les mêmes choses qui seront indiquées sur ce firmware, mais en plus il aura tout ce qui récupère du S1.2 et du S1.2E qui n'était pas arrivé avant. Ils ont dû faire beaucoup de travail, hein, vu ce qui a été rajouté sur le S1.2E et le S1.2, mais c'est plus des fonctions boîtier, plus que vraiment améliorer des grosses choses sur le boîtier. Si tu veux savoir, ici, je filme dans le seul mode OpenGate en ProRes du boîtier. Donc là, je suis en ProRes 422 à 1 gigabit par seconde en 4,8K plein format. Donc c'est possible. C'est aussi possible en 1,5 giga en ProRes HQ. Et du coup, ici, bah voilà, ça marche vraiment très bien. Par contre, on est limité jusqu'à 30 images par seconde. Donc on aura le 24, le 23,98, le 25 et le 30 images par seconde. Donc voilà. Donc si tu aimes ça, ce sera assez cool, et c'est en partie pour ça que j'ai acheté le boîtier, même si j'ai pas de problème avec les formats 4.2.0. Donc commençons tout de suite. Bien évidemment, la première attraction, c'est le Arilox C3. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un firmware qui donne accès au Arilox C3. Donc ce que ça va faire, et j'en reparlerai dans l'autre vidéo, c'est que ça va vous donner un accès à la reconnaissance du LOX C3 dans la caméra. Donc il faudra faire un truc avec sa carte SD ou sa carte CF pour prendre le code numéro de série du S1 Mark II pour le mettre dans la caméra. Et une fois que vous allez l'activer, eh ben, vous pourrez, mais je vous le raconterai dans la vidéo du Arilox C3, c'est juste que il faut que je reçoive ma clé, parce que je l'ai acheté, j'ai pas eu accès à Lumix, enfin, me l'a pas donné directement. Et du coup, une fois que vous serez comment vous téléchargerez votre clé, il faut juste mettre la clé là où vous trouvez votre numéro de série, donc le fichier serial, dans la carte. Et donc c'est assez simple, et après vous pourrez faire votre mise à jour pour le Arilox C3, qui va avoir l'intérêt de matcher le workflow des ARRI, hein, parce que la colorimétrie est différente, puisque c'est pas un capteur de chez ARRI, mais ils ont quand même pas mal travaillé dessus pour que ça matche, notamment l'ISO natif en Dynamic Boost est le même que les caméras ARRI, puisqu'elles ont un capteur DGO qui est à 800, et lorsqu'on est en normal, on sera à 500 et à 4000 ISO. Lorsqu'on est sur le S1 Mark II et sur le S1.2, c'est 500 et 3200. On est à un tiers de stop d'ISO. C'est assez bizarre de dire ça, donc on va dire un tiers de diaph d'ISO, même si ça, voilà, vous voyez ce que je veux dire, plus faible. Donc une gestion différente de la manière de voir la dynamique dans le format log. Donc il faudra voir ça au final. Il y a un workflow spécifique dédié que je vous mettrai en lien de cette vidéo du coup, mais apparemment en termes de production, et il y a plein de gens qui le disent dans ces vidéos-là, c'est pas le plus pratique, hein, notamment quand tu fais du multicam, de utiliser le workflow ARRI qui te demande de mettre toute la timeline dans le profil ARRI. C'est pas forcément la chose la plus intéressante, mais voilà, tu pourras voir et choisir ce que tu veux en fonction de ce qu'on peut faire simplement et de ce qu'on peut faire en respectant ce que ARRI dit. Mais ça, ce sera sur une autre vidéo. On a aussi les marqueurs d'aspect qui ont changé pour adopter plusieurs marqueurs différents. Aussi, on en avait 10, maintenant on en a 17, donc ça correspond à une plus grande variété de ratios, même si on a toujours eu le mode custom qui permettait de mettre ce qu'on veut. Je pense qu'ici ils en ont mis 17, parce que comme il n'y a qu'un seul custom en plus, eh ben, ça va te permettre de déjà avoir un large choix, et accessoirement de mettre par exemple ton deuxième ou ton troisième, puisqu'on peut mettre jusqu'à 3 marqueurs d'aspect. En plus, tu peux changer la couleur, l'opacité, voilà, mais ça c'était comme avant au final, mais voilà, tu vas pouvoir faire des choses assez intéressantes. 2, c'était déjà très bien, puisqu'on pouvait faire un marqueur horizontal et vertical en fonction du contenu horizontal et vertical que tu peux faire suivant les plateformes ou les clients que tu as, s'ils veulent les deux. Et ben, du coup, tu as 2 marqueurs d'aspect. Ça peut être plus intéressant, même si c'est un petit peu compliqué de faire du cadrage pour les deux, mais c'est plutôt pas mal. On peut aussi changer la couleur du collimateur autofocus, donc c'est une petite mise à jour, mais tu peux vraiment choisir plein de couleurs différentes.
Aussi, on aura une nouvelle fonction de focus stacking que personnellement je ne peux pas utiliser et que tu ne pourras pas utiliser si tu utilises uniquement des optiques EF. C'est réservé aux optiques série L, donc monture hybride. Et puis voilà, ça semble un petit peu logique. Et voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais sache-le, si tu veux faire du focus stacking avec une optique EF, ce n'est pas possible. L'option est grisée, elle est bien là, mais elle est grisée. Donc tu ne pourras pas faire ça ici, c'est peut-être un petit peu triste pour ça, pour toi, pardon, mais ce sera comme ça. On a aussi le support du Wi-Fi et de la LAN USB pour pouvoir utiliser Capture One si tu veux pas utiliser l'USB. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que fait le firmware, et ça rend aussi compatible la connexion à distance avec le RS4 pour pouvoir régler son exposition, tout ça, faire son enregistrement, voilà, des trucs assez cool sur le RS4 mini. Voilà. Donc tu vois que ce firmware, il est assez léger, il n'est pas fait mention d'amélioration, en termes de capacité, de ce que j'ai vu, ça marche plus ou moins comme ça marchait avant, donc à voir avec le temps. Il y a normalement toujours des améliorations, des retours et des choses que Lumix peut pas forcément dire qu'il a corrigé pour pas soit admettre qu'il y a des problèmes, soit juste améliorer les choses et que ce soit pas une liste de 15 km. Et puis voilà, il y avait une espèce de rumeur comme quoi l'appareil surchaufferait plus. Moi, j'ai pas vu le cas. C'est juste que pour l'instant, le S1.2, je le teste dans des situations extrêmes, c'est-à-dire ici, il fait la 30, mais au max, il a fait 33 degrés. Donc on peut vraiment voir si le boîtier surchauffe ou pas. Et je vous montrerai ça certainement dans une autre vidéo ou juste dans le test. Et de ce que j'ai vu, pas vraiment. C'est juste certaines conditions qui sont un petit peu plus particulières. Les hybrides, des fois, sont réputés des fois marcher moins l'autre fois. Donc on peut juste faire une analyse dire que potentiellement c'est ça, mais que dans certaines situations, il faut avoir des marges d'erreurs qui sont disponibles. Mais de ce que j'ai vu, le firmware ne fait absolument rien au boîtier. J'ai aucun problème de ce côté-là, tout marche à peu près comme il faut, et donc voilà, il faut le signaler, hein. Il y a d'autres marques qui ne sont pas aussi bonnes de ce côté-là, c'est un petit peu dommage, mais voilà. C'était le firmware 1.1 de Lumix pour le S1.2 et le S1 Mark II. Bien évidemment, si tu as des questions, je les répondrai en commentaire, et je vais te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.